Bonsoir et bienvenue à ce dialogue, discussion sur le Cachemire. Mon nom est Bill Fletcher, je suis l'éditeur en chef de Global African Arctic Tank et j'ai le plaisir d'être l'hôte pour ces échanges d'aujourd'hui. Alors, on a trois panélistes extraordinaires qui sont avec nous et ils vont parler chacun une dizaine de minutes. Quelques informations et contextes. Et ensuite, on va passer à un format d'interview, d'entrevue. Alors, on va discuter de plusieurs points et on va également accueillir les questions, les commentaires et on va faire de notre mieux, on le promet, de notre mieux pour répondre aux questions. Voilà, c'est face à une crise qui existe déjà depuis 70-80 ans dans cette région du Cachemire. Et quand on se trouve face à une situation où il existe deux pays armés du nucléaire qui risquent d'entrer en conflit, la crise et les enjeux de la région deviennent d'autant plus importants, pas juste pour la région elle-même, mais pour le monde entier. Et en cela, il y a toute une série de questions qui ne sont pas discutées, qui sont passées sous silence dans les médias occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle on veut avoir cette discussion. Et je suis particulièrement intéressée à en savoir davantage sur cette région, parce qu'on en sait très, très peu sur ce qui se passe à l'interne de cette petite région. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a déclenché cette situation aussi. Alors, le déclencheur, c'était d'abord la décision prise par le gouvernement indien, Modi, de annexer, d'abroger un article en violation d'entente qui avait été prise il y a très longtemps, en 1947. Et ce qui est frappant, ce qui est encore plus frappant dans cette situation, c'est l'audacité de cette action, de cette mesure. Et face à cette audace, il n'y a pas eu d'intervention internationale. Alors, c'est pour ça qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et pour en discuter ensemble, j'aimerais vous présenter nos invités. Notre premier invité, c'est Mohamed Juney, qui est professeur assistant au Massachusetts College of Liberal Arts. Il est titulaire d'un doctorat en anthropologie et de nombreuses recherches sur la violence, le nationalisme, la culture et la politique en Asie du Sud. Et il a beaucoup écrit sur l'occupation militaire, l'histoire, l'espace et la subjectivité politique au Cachemire. Et on va parler également du déroulement de tout ce qui s'est passé, donc sur une ligne du temps. Et ça, c'est très important pour comprendre la situation actuelle. Notre deuxième invité, c'est Mona Ban, qui est professeur à Fort Maxwell, en Asie du Sud, et professeur associé d'anthropologie à l'Université de Syracuse, c'est à New York. Elle est l'auteure de Counterinsurgency, Development and the Politics of Identity, de la guerre au bien-être. Elle est co-auteure aussi de Climate Without Nature, une anthropologie critique et co-éditrice également de Résistance à l'occupation au Cachemire. Et finalement, on a également Parvez Bukhari, qui est un journaliste de haut niveau et qui est basé au Cachemire. Ce sont tous des panélistes de très haut niveau. Et j'aimerais inviter d'abord Mohamed Junaid. Merci beaucoup, Bill. J'aimerais d'abord remercier Global Dialogue pour nous avoir accueillis aujourd'hui, pour nous avoir invités. Alors, je vais aller droit au point. Et je vais vous donner d'abord un petit peu de contexte historique par rapport à ce qui s'est vérifié l'an dernier. Et donc, je vais donc suivre l'évolution des mouvements
pendant ces dernières années, mais également expliquer comment on est arrivé à la situation actuelle. Donc, l'an dernier, le 5 août 2019, donc il y a un an, le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, s'est levé au Parlement et il a déclaré que le gouvernement indien allait donc révoquer l'article 370 de la Constitution et donc abroger en particulier la sous-section, l'article 35. Et ce sont des articles qui étaient dans la Constitution depuis les années 50 et qui avaient été négociés entre les leaders indiens et les leaders, donc le leadership pro-indien du Cachemire, donc les deux partis. Donc, dans le scénario post-47, dans un article du New York Times, l'éditeur disait que le gouvernement de Modi était revenu en arrière dans l'histoire, en fait. Il était revenu à l'époque. Et ça, c'est important pour comprendre ce qui ne fonctionne pas au Cachemire. Et je crois que c'est une lecture vraiment très, très, très triste de ces événements, déplorable de ces événements au Cachemire. Avant cette initiative, toute la région a été mise sous siège militaire et les communications ont été bloquées. Tous les leaders politiques des pro-indépendance, leadership pro-Pakistan, tous avaient été mis en prison déjà, mais le gouvernement indien a également détenu ses propres politiciens loyalistes qui étaient sur la scène déjà depuis 1947. Et ça, c'est les gens, le leadership du Cachemire. Alors imaginez ce que les gens voient au quotidien au Cachemire, dans cette région depuis des années. Alors, si on revient en arrière et si on essaie de comprendre pourquoi le Cachemire est dans la situation où il se trouve actuellement, peu importe la validité des réclamations de l'Inde par rapport au Cachemire, derrière ça, on suppose que les Britanniques ont quitté le sous-continent indien en 1947 avec précipitation à l'époque. Et avant ça, les leaders hindous faisaient partie du Congrès national et le leadership de Jinnah avait négocié la création de l'Inde et du Pakistan. Donc, cette histoire-là, on la connaît tous. Euh, euh, donc, la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup de régions qui n'étaient pas directement contrôlées par les Britanniques, mais qui étaient sous l'autorité de systèmes princiers. Et donc, la plupart de ces régions ont décidé de s'unir à l'Inde parce qu'ils avaient le choix entre l'Inde et le Pakistan. Et leur choix était basé sur leur composition démographique d'abord, parce qu'ils avaient une majorité de l'un ou de l'autre, et c'était basé également sur la contiguïté géographique, par exemple la présence de frontières communes au Pakistan ou à l'Inde. Maintenant, la plupart de ces États se sont unis à l'Inde pour ces mêmes facteurs. Et il y avait 3 États dont le Cachemire, qui était face à un dilemme parce que le leadership était musulman, par exemple. En Jammu, la majorité était hindoue, même si le leadership était musulman. Et au Cachemire, même si la majorité de la population était musulmane, les leaders étaient hindous. Donc, il a été décidé de ne pas s'unir à l'Inde dans la région du Cachemire. Donc, l'Inde, de son côté, a envoyé la police et elle a absorbé une partie de l'État. Maintenant, pour l'autre région, pour le Baltistan, ils se sont unis donc à l'administration du Pakistan. Dans le cas du Cachemire, l'Inde, plutôt que d'accepter ces principes qui avaient été adoptés et négociés, l'Inde a décidé qu'elle allait demander aux leaders hindous, malgré le fait que le Cachemire avait une majorité musulmane et une contiguïté à l'Inde, d'aller de l'avant avec son programme. Maintenant, l'Inde, depuis 1947, et je vais revenir en arrière, l'Inde soutenait que le Cachemire faisait partie de l'Inde
parce que les leaders hindous de l'époque avaient choisi de de s'unir à l'Inde, alors que le Pakistan, de son côté, soutenait que les gens du Cachemire, les habitants du Cachemire, qui étaient des sujets de l'État, devaient avoir le choix de s'unir à l'Inde ou au Pakistan. Maintenant, cette thèse du Pakistan est un peu plus démocratique parce qu'il s'agissait de poser un choix par plébiscite, et c'est une position que les Nations unies ont également appuyée, comme quoi le peuple du Cachemire devait pouvoir choisir de son statut par plébiscite ou référendum. Mais la thèse indienne est basée sur le document qui avait été signé entre les leaders hindous et l'État indien à l'époque. Maintenant, au Cachemire, donc ça, c'est la façon dont les historiens comprennent la situation. Maintenant, d'une perspective, d'un point de vue du Cachemire, il y a une approche qui prédomine parce que historiquement, on s'est toujours considéré comme une région qui est distincte, autant du Pakistan que de l'Inde, parce qu'elle possède une histoire qui remonte à il y a très longtemps, bien avant, et nos aspirations avant 1947 étaient différentes. On n'était pas directement contrôlé par les Britanniques non plus avant. Et on défend que notre lutte après 1947, ce n'était pas pour s'unir ni à l'Inde ni au Pakistan, ni contre le mouvement colonialiste, mais c'était un mouvement autonome, un mouvement qui visait à promouvoir l'égalité des sujets avec les sujets musulmans, avec les habitants musulmans, et donc toujours dans une ligne démocratique. Et c'est pourquoi on voudrait que ça continue à être une entité en soi, le Cachemire. La position du Cachemire, c'était que le Maharaja, le chef de l'État, n'avait pas l'autorité de laisser partir le Cachemire pour qu'il s'unisse à l'Inde en 1947. Ça n'aurait pas dû être de cette façon. Il y avait déjà des rébellions dans tout l'État. Il y avait un mouvement très populaire déjà en cours contre la monarchie. Et en fait, le leadership du Cachemire de l'époque estimait que il n'y avait pas de légitimité au Cachemire parce que ce n'était pas basé sur le consensus de la population. Il n'était pas appuyé par la population. Et en fait, tout ça, ça remonte à 1946, donc euh, avant la guerre au Punjab. Et à ce moment-là, Gulab Singh a choisi de trahir son peuple et de continuer la bataille. Et c'est comme ça que le contrôle a été imposé sur ce grand territoire qui, à l'époque, était aussi grand que la Grande-Bretagne, qui est devenu maintenant l'État du Cachemire. Et donc, c'était intéressant autant pour les leaders locaux que pour les Britanniques, parce que ça crée un État tampon vis-à-vis de la Russie, d'un côté, et les Britanniques leur ont donné leur appui, dans un certain sens, pour que le leadership n'ait pas à aller chercher d'autres légitimités que l'appui des Britanniques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un régime ensuite qui était basé sur l'exploitation jusqu'en 1947. Et donc, ça a amené à une diaspora ou en Asie, donc beaucoup d'intellectuels ont quitté la région. Et donc, ce gouvernement, en 1947, n'avait aucune légitimité pour signer l'entente qui a séparé le Cachemire. En 1947, le mouvement populaire était contre le Maharaja au Cachemire, et dans la région sud du Cachemire, dans le Jammu, il y avait des forces qui étaient appuyées
par une organisation qui était née dans les années 20, qui était très populaire en Inde, le RSS. Donc, c'est une organisation donc, avec un leadership hindou. Et donc, ces forces ensemble ont perpétré un massacre de la population musulmane dans cette région. 30 000 personnes ont été assassinées et à peu près le même nombre de personnes a été évictées, évincées de ces maisons et ont rejoint la diaspora. Et donc, il y a une partie du Jammu qui est devenue libre suite à cela. Donc, ces massacres ont été perpétrés en pensant que Jammu allait être perdu au bénéfice du Pakistan ou de l'Inde ou et donc c'est la raison pour laquelle ils ont perpétré ce nettoyage, disons, ethnique pour pouvoir garder ce territoire qui est le Jammu, donc au sud du Cachemire. Maintenant, Jammu est devenue une minorité musulmane après avoir été pendant des décennies, des siècles, une majorité musulmane. Maintenant, le Maharaja n'avait aucune légitimité pour signer cette entente qui allait céder le Cachemire. L'appui de l'Inde au Maharaja était que nous allons intervenir et vous défendre si vous signez cette entente avec nous. Au mois d'octobre 1947, le Maharaja, qui s'est enfui de la capitale, a donc signé ce traité avec l'Inde et le jour avant que les forces indiennes interviennent, ça a amené à une guerre entre ce groupe de personnes qui venaient du nord-ouest, qui venaient du Pakistan, qui avaient déjà vécu leurs propres histoires d'atrocités, mais qui s'étaient ensuite organisées par l'armée pakistane pour intervenir. Beaucoup d'entre eux avaient une histoire également d'autres guerres, d'autres interventions au Cachemire, dans cette région du nord du Cachemire. Et donc, ça a été le début, ça a marqué le début de cette guerre en 1947. Et en 1948, il y a une ligne qui a été créée dans le Cachemire, au milieu du Cachemire. C'était ce qu'on appelait une ligne de contrôle à l'époque. C'était même pas une ligne de contrôle au départ, c'était une ligne de cessez-le-feu. Ensuite, c'est devenu ce qu'on appelle une ligne de contrôle. Donc, pour que le Pakistan ait à retirer ses forces vers le nord, en échange de la promesse qu'une fois que le conflit serait terminé, il y aurait un plébiscite et la résolution qui était passée par les Nations Unies en 1948 demandait trois choses. Premièrement, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Deuxièmement, la démilitarisation des deux régions, donc avec un retrait complet des troupes. Et les forces indiennes devaient être gardées vraiment au minimum, uniquement pour appuyer la troisième phase, qui était celle de l'organisation d'un plébiscite pour le peuple du Cachemire. L'Inde a continué à dire qu'ils allaient tenir un plébiscite, mais en 1950, l'Inde a ratifié sa constitution et l'article 1 de cette constitution estimait que le Cachemire faisait partie intégrante de l'Inde, ce qui était un recul énorme pour les Cachemiriens parce que, et même le leadership cachemiri qui avait appuyé les initiatives de négociation avec l'Inde à l'époque, parce que au départ, ils pensaient que ça allait peut-être être plus facile de négocier un État indépendant avec l'Inde qu'avec le Pakistan. Et il y a eu une division avec vis-à-vis des leaders musulmans à cette époque-là également, donc en 1948. Maintenant, depuis les années 50 jusqu'en 53, il y a eu toute une série de mesures populistes qui ont été prises, y compris des réformes terrières qui ont été avantageuses pour les musulmans qui avaient été historiquement opprimés et également les nationalistes hindous
Donc, c'est une façon ils étaient déjà là depuis des siècles et donc ça était également à leur avantage. Un peu plus tard, il y a eu une série d'arrestations. Euh, le cheikh Abdallah qui avait euh, opéré comme chef, disons, du côté des Indiens, a écrasé beaucoup de protestations au Cachemire et toute autre revendication ou personne qui revendiquait quoi que ce soit du Cachemire. Lorsque les arrestations étaient faites, l'article 35 avait déjà érodé. Donc, il y a eu plusieurs ordres qui ont été approuvés dans le cadre de l'article 370. Donc, petit à petit, les pouvoirs qui étaient garantis au Cachemire ont été réduits de plus en plus. Non seulement l'Inde contrôlait toute la vie économique du Cachemire, en fait, en 1990, le Cachemire était une région complètement contrôlée par l'Inde, par la sphère indienne. Donc, le Cachemire était plus qu'un État de l'Union, c'était de l'Union indienne. C'était différent. Il y avait eu différents épisodes d'élimination du gouvernement cachemiri, écrasement de l'opposition. Et depuis 1990, l'Inde a institué pratiquement une occupation militaire de cette région. Bill s'excuse d'interrompre, mais juste, peut-être on vous invite à conclure. Donc, les événements de 2019 étaient en quelque sorte symboliques, dans le sens que ça a fini par éliminer ce qui était déjà, disons, un coquillage vide. L'article 370 ça avait déjà été érodé. Et donc, maintenant, déjà l'an dernier, toute une série de mesures avaient été mises en place pour que les Indiens commencent à s'installer dans la région du Cachemire et prennent des femmes du Cachemire comme épouses, etc. Alors, merci beaucoup. On va revenir là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les envoyer en français ou en anglais. On a l'interprétation en français, donc si vous avez des questions, allez-y. Et on a également le représentant d'Alternative Canada. Merci pour votre support, votre aide, parce que sans vous, on n'aurait pas pu organiser ce séminaire. J'invite maintenant Mona. Merci, Bill, merci. Solidarité Globale pour avoir organisé ce séminaire. Merci pour avoir créé cet espace pour nous. Alors, je vais reprendre là où Jeannette a interrompu. Donc, l'article 370 a été abrogé, donc enlevant le statut autonome du Cachemire et minant le mandat d'autodétermination du Cachemire et la possibilité d'avoir un plébiscite. La plupart des médias indiens ont parlé de cette annexation forcée du Cachemire comme ce qui empêche aussi le développement du Cachemire et qui fait renaître des sentiments séparatistes de cette région. Donc, malgré le fait que le Cachemire ait toujours été dans une meilleure situation économique par rapport à d'autres États, surtout en matière d'espérance de vie, de santé, d'éducation, grâce en partie aux réformes terrières qui ont été faites précédemment. Donc, le développement du Cachemire
c'était fait malgré les circonstances aussi. Maintenant, l'histoire remonte bien avant à ce que le contrôle soit pris en 1947. L'histoire remonte à bien avant cette époque. Et le régime de Modi est devenu un instrument de guerre démographique les, euh, contre les Cachemiris, ce qui, à mon sens, et d'après beaucoup de journalistes, est une façon de continuer cette guerre contre les civils. L'abrogation de l'article 370 et plus récemment les nouvelles réglementations visent à faciliter l'installation de colons indiens au Jammu et au Ladakh. Et Ladakh, on sait, est également une région à prédominance bouddhiste et il y a également une présence hindoue, mais ces deux régions vont être transformées en minorité, en fait, de population si il y a une installation massive d'hindous. Alors, il y a une grande résistance, autant au Jammu qu'au Ladakh, dans ces deux provinces qui étaient couvertes par cet article 370 dans le passé. Donc, beaucoup de protestations, surtout dans ces régions. Ça soulève bien des questions sur la souveraineté du Cachemire. En même temps, des lois illégales ont révélé l'hypocrisie du gouvernement qui essayait de s'appuyer sur une législation sur sa propre législation euh, pour que l'on accepte sa présence au Cachemire. Maintenant, le traité qui avait été signé par l'Inde et le Pakistan a divisé l'Est et l'Ouest, le système de cours d'eau de l'Est et l'Est, qui est très important pour cette région. Donc, la division s'est faite entre deux États et ce qui s'est passé, c'est que les Cachemiris ont été coupés de leurs droits fondamentaux d'accès à l'eau et aux cours d'eau. Donc, il y a eu cette guerre autour des cours d'eau qui était la conséquence des traités et qui a été utilisée comme un instrument de guerre. Alors, ça vous donne une idée du type de dépossession qui se vérifie au Cachemire. Actuellement, il y a juste 12% de l'électricité qui est générée par les barrages et qui est fournie au Cachemire. Le reste s'en va vers le nord et est distribué au reste du pays, donc de l'Inde. Et donc, ça crée une dépendance économique du Cachemire vis-à-vis de l'Inde qui laisse penser que le Cachemire a en fait besoin de l'Inde pour survivre. Maintenant, la violence systémique de l'occupation du Cachemire. Donc, beaucoup parlent de néo-Cachemire, mais ça remonte à plus loin parce que le Cachemire est né de ce document qui a été signé, de cette entente qui a été signée en 1947, qui prévoyait des distributions, des articles pour la distribution des terres. Alors, le gouvernement de Modi a utilisé ces éléments plus progressistes du document et il s'est appuyé dessus pour appuyer sur certains des points pour légitimer la recolonisation du Cachemire. Maintenant, au Cachemire, tout cela a un impact autant pour la population comme une menace d'éviction. Et dans les mois qui ont suivi l'abrogation et maintenant, un an après, on commence bien à comprendre, on comprend bien ce qui se passe sur le terrain. Et d'après ce qu'on sait, le Cachemire, l'économie locale du Cachemire a souffert énormément de cette situation.
Il y a eu toute une série de lois financières qui ont frappé la région et encore maintenant, There were unpicked apples that were rotting in orchards in different parts of Kashmir right after the abrogation because it continued. There was this long undeclared curfew that that went on for months on c'est end. par l'Inde qui a duré pendant des mois et des mois et qui a été suivi par un verrouillage militaire. Et ça s'est aggravé encore davantage lorsque la pandémie du Covid-19 a frappé le pays. Donc, c'est superposé sur un couvre-feu et un verrouillage du pays qui était déjà présent. Et donc, les terres, les ressources du Cachemire ont commencé à être renégociées avec les grands propriétaires ou investisseurs indiens et les Cachemiris n'ont pas été invités à participer à ces négociations. Donc, le gouvernement a pris le contrôle de plusieurs milliers d'acres de terrain. Donc, tout ce qu'il y avait sur ces terres, autant les services hospitaliers que toutes les productions et même et donc ils ont pris le contrôle des régions entières et c'est comme ça que les Cachemiris vivent cette incursion. Il y a toute une série de législations qui ont été mises de normes qui ont été mises en place et qui sont encore de plus en plus rigides. En fait, les militaires maintenant peuvent réquisitionner les terres sur une base d'intérêt stratégique sans demander aucun certificat de justification de la part du gouvernement. Donc, ils agissent en impunité totale au niveau militaire. Et c'était déjà le cas avant, mais ça s'est accentué encore davantage et c'est fait de façon encore plus violente maintenant. Et c'est absolument clair maintenant pour tous. Entre-temps, le Cachemire a subi des raids et des verrouillages fréquents du pays entier, de la région entière, et des femmes, des enfants ont été détenus dans les prisons conformément aux législations de l'Inde punitives et plusieurs activistes, plusieurs militants ont également été enlevés, ont été emprisonnés en toute impunité. Et les cours aussi n'appliquent pas n'appliquent pas la législation comme elle devrait l'être, mais ils montrent simplement leur totale allégeance au gouvernement indien. Maintenant, comme beaucoup de progressistes indiens le soutiennent, ces initiatives rentrent dans un programme indien. Les forces militaires ont toujours été utilisées pour écraser ou faire taire les majorités musulmanes qui sont devenues maintenant, sont en train de devenir minoritaires. Et tout cela, ça finit par renforcer l'occupation militaire du Cachemire et faire avancer le projet colonialiste de l'Inde. Maintenant, la situation révèle que le RSS, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aile la plus à droite du BJP. Et en fait, ça a été même déclaré comme organisation terroriste en Inde, mais c'est c'est une tendance de droite qui continue à prédominer en Inde. Et ce qu'on a entendu avant, c'est que ce n'est pas nécessairement la première fois que ça se vérifie. On a déjà eu des présidents qui ont transformé la démographie des régions, de certaines régions du Cachemire, en transformant
la majorité musulmane en minorité musulmane. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est une accélération, une accentuation de quelque chose qui se passait déjà dans le passé. Maintenant, dans le Congrès, là, on a soutenu que le fait de reconfigurer le Cachemire est essentiel pour la nation hindoue, la grande nation hindoue. Au moment de la partition, le Cachemire représentait une partie, une région à part, contrairement au Pakistan. Donc, et le Cachemire a été utilisé comme façon, comme territoire pour affirmer le pouvoir de l'Inde. Maintenant, avec l'ascendance, avec la montée en majorité des hindous, on a peur que l'identité du Cachemire soit remise en question pour être écrasée par l'identité hindoue. Maintenant, dans l'imaginaire de l'Inde, des gens, c'est une preuve du succès de l'hindouisation de la région. Et ce qui est clair, c'est que l'Inde a toujours dépendu du Cachemire pour sa propre définition, pour la définition de l'Union indienne. Et ça revient au point comme quoi le Cachemire a absolument besoin de l'Inde pour survivre. Mais ce qu'on comprend maintenant, c'est que c'est le contraire, c'est-à-dire que l'Inde a absolument besoin du Cachemire pour asseoir son identité nationale. Et c'est la raison pour laquelle c'est impossible de penser que l'Inde pourrait se libérer du Cachemire. Donc, les Cachemiris, surtout à partir de l'an dernier, au mois d'août, ils ont subi toute une série d'impositions, de reconfigurations du Cachemire à cause des nouvelles législations. Et donc, le fait que l'on dise que le Cachemire dépend de l'Inde économiquement a été nourri par toute une série de discours nationalistes de l'Inde. Et en tant que collectif, il faut que l'on trouve des façons de dénoncer cette situation, le fait que l'Inde ait occupé le Cachemire contre la volonté des Cachemiris. Merci, merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous rappeler que l'on a la traduction, donc c'est important de ralentir un peu parce que c'est très difficile de vous suivre. Je vais juste vous rappeler de ralentir un peu. Et donc, on a notre dernier invité, Parvez Boukhari. Bienvenue. On attend juste qu'il ouvre son micro. Merci, Bill. Merci, Dialogue Global, m'avoir invité. Alors, j'aimerais revenir un petit peu en arrière avant de revenir à la situation présente. Parce que depuis 1947, depuis la dispute sur le territoire du Cachemire, il y a toujours eu une lutte au sein de la région qui ont toujours été vus comme des sujets de Dogra Muna. Donc, avant 1947, cette lutte contre la monarchie était une lutte contre le monarque, contre la monarchie. Et c'était une question de droit, de défense des droits politiques et humains. À partir de 1947, il y a eu une lutte pour une bataille pour le territoire, pour la région. Et l'Inde et le Pakistan ont pris le contrôle d'une partie et de l'autre du territoire. Et il y a eu une forte résistance qui est née contre les leaders politiques qui s'enlignaient d'un côté avec l'Inde et qui sont devenus pro-Inde.
Et il y a une longue histoire de répression, une longue histoire de répression de cette lutte des Cachemiris contre ces leaderships. Il y a eu des hauts, des bas, plusieurs élections, participation aux élections poussées par le gouvernement indien. Et on est arrivé à un point, ultimement, où les leaders politiques de cette résistance sont arrivés au point de comprendre qu'il n'y avait plus d'espace dans la scène politique du Cachemire pour défendre les intérêts de cette région. Et donc, cette lutte est passée à une rébellion armée à partir des années, de la fin des années 80. Et c'est là que les campagnes militaires de l'Inde ont commencé pour écraser ces rébellions. Et il y avait un mandat des Nations unies qui exigeait qu'il puisse y avoir un plébiscite organisé pour la région. Et puis, il y avait également la demande de rendre le Cachemire une nation libre de nouveau. Donc, en réponse à tout cela, à ces demandes, l'Inde est devenue de plus en plus dure et donc a commencé à écraser les rebelles, à mettre en prison les dissidents et a commencé à militariser de plus en plus la région. Et donc toute la lutte politique pour la défense des droits fondamentaux, c'est devenu encore plus grave, dur. Donc, il y a également eu un régime qui a organisé des élections pour donner l'impression aux gens qu'il y avait un semblant de démocratie au Cachemire. Et ceci est arrivé entre les différentes périodes de rébellion. Maintenant, ces élections ont été plus ou moins fictices. Et celle plus connue, c'était celle juste avant les grosses rébellions. Et les musulmans du Cachemire avaient formé une alliance politique à l'époque et avaient décidé d'organiser ces élections sous les auspices de la Commission indienne. Mais juste pour vous donner un exemple de la façon dont ça s'est déroulé, les gens qui participaient avaient été déclarés comme candidats vainquants, mais immédiatement, ils étaient envoyés en prison par les autorités militaires. Et ça, c'est devenu vraiment le cœur des insurrections qui ont suivi. Donc, pendant les derniers 30 ans, ce qu'on a constaté, on était témoin en fait d'un nouveau régime d'écrasement et d'expression politique. Et c'est devenu de plus en plus militarisé. La région est devenue de plus en plus militarisée pour contrôler la situation. Donc, il y a eu un déploiement énorme de soldats indiens dans toute la région. Alors, vous imaginez les conséquences de cette imposition. Et en parallèle de ces interventions militaires pour écraser les insurrections, il y a eu de nouveau d'autres élections qui ont été organisées. Et je me souviens, en 1996, une autre élection a été organisée. Et ça faisait partie du projet militaire, c'est-à-dire qu'il y avait les soldats qui étaient là, qui sortaient les gens de leur maison pour les amener voter et ils mettaient de la pression sur la population pour voter dans un certain sens. Et donc,
là, les élections ne se sont jamais faites dans des conditions appropriées. Donc cet écrasement militaire s'est accompagné d'une présence de plus en plus, claire des hindous au Cachemire et c'était clair petit à petit que rien ne fonctionnait. Ça a changé le cours lorsque le régime actuel, le gouvernement de Modi a pris donc le pouvoir. Les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que la Libye, comme quoi le Cachemire, vivait dans une démocratie, a commencé à se renverser et il y a eu des velléités de prendre, le pouvoir directement de la part du BJP. Ça a toujours été un parti au Congrès qui a dominé, en Inde, mais qui n'a jamais et il y avait ensuite d'autres partis locaux qui sont nés plus tard. Mais on a constaté qu'il y avait une volonté claire de la part du BJP de prendre le pouvoir. Et donc, les gens des partis démocratiques se sont unis au BJP. Et avant ça, les avant cela, les franges les plus démocratiques s'opposaient au BJP. Alors que, depuis quelques années, ils se sont ralliés au gouvernement, donc au BJP. Donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très critique, très important. À partir de ce moment-là, alors que dans le passé, il y avait tout un spectre de partis différents, il y avait des gens qui, heu, étaient prêts à négocier, d'autres, moins et qui trouvaient une représentation dans le spectre des différents partis du pays. Mais la majorité des gens suspectaient qu'il y avait quand même des alliances qui se faisaient avec le BJP. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les partis ont fini par être les autres partis ont fini par être bypassés ou aliénés et le BJP a commencé à appuyer les partis démocratiques locaux et c'est ce qui a transformé petit à petit le paysage politique du pays, dans le sens que la légitimité de ce qui pouvait se passer dans l'espace électoral, dans le cadre de la constitution indienne, a commencé à être complètement, bafouée. Donc, on se trouvait dans une situation où il n'y avait plus rien entre l'État indien et les Cachemiris qui, se battaient pour leur, autodétermination. Et donc quand ça s'est vérifié, il y avait plus de place pour rien d'autre, excepté ce que l'Inde essayait de faire, c'est-à-dire d'intégrer ou d'assimiler ou d'annexer le Cachemire à l'Inde. Et s'il y avait de la résistance à cela, il fallait, s'allier ou aller du côté du Pakistan. Et donc, ce qui s'est passé, c'est une intensification de la répression militaire et des violations des droits de la personne et déni de l'expression politique, des libertés politiques. Et donc, ça atteint un niveau sans précédent au Cachemire. Maintenant, exprimer une opinion politique librement à l'encontre de ce qui se passe est automatiquement criminalisé et les gens se sentent totalement non protégés, se sentent à la merci de ce système militaire. Alors qu'avant, il y avait quand même un certain niveau de protection dans le cadre de la Constitution. Maintenant, cette protection qui existait avant a disparu. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a créé un scénario où le Cachemire est forcé au silence.
Et mon travail m'amène à voir, à aller dans différentes régions du territoire. Et ce que je vois, c'est que les gens protestent, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont plus aucune protection pour le faire, parce qu'ils ont perdu toute protection et ça devient très difficile de se lever contre le système. Et sur le terrain, les gens perdent tous leurs droits. Ils perdent leur droit à la survie, ils perdent tout sens de sécurité et c'est ils se sentent complètement démunis, ils se sentent les Cachemiris, ils se sentent privés de toute protection, de tout appui et donc c'est la façon dont je constate la situation sur le terrain en ce moment. C'est comme ça que se sentent les gens. Alors merci, on est au point maintenant d'accueillir des questions et je vais également poser quelques questions. Alors, je vais commencer par une question, quelque chose qui me laisse un peu perplexe. La lutte tout autour du Jammu-Cachemire, globalement, a été présentée souvent comme un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et l'indépendance du mouvement pour l'autodétermination reçoit une attention de la part des médias qui est très variable. Et contrairement c'est un peu comme le mouvement palestinien qui, dans le passé, était décrit comme conflit arabo-israélien, mais qui ensuite est devenu la lutte des Palestiniens pour l'autodétermination avec le temps. Alors pourquoi ce n'est pas le cas pour le Cachemire? C'est comme si on continuait à l'enchasser dans le conflit Inde-Pakistan. Alors, je vous invite, l'un de vous trois ou les trois à répondre à cette question. Je vais essayer d'y répondre. Alors, d'une part, c'est très clair dans le conflit israélo-palestinien qu'au début, il y avait un déséquilibre de pouvoir et peut-être que même ce déséquilibre au départ était pas aussi grand et les alliés d'Israël et de la Palestine étaient fermes, étaient forts. Mais ensuite, Israël a été vu comme ayant plus de liens avec l'Occident et ce sont les facteurs qui ont fait de ce conflit qui sans l'oublier, jusqu'aux années 90, le mouvement palestinien était vu essentiellement comme un mouvement terroriste et qui ensuite est passé à secouer les consciences politiques du monde entier. Donc, le fait que le Cachemire ne soit pas aussi, ou le mouvement du Cachemire ne soit pas aussi connu, est lié au fait aussi que le Cachemire a toujours été écrasé ou dominé par ces deux États géants, le Pakistan et l'Inde. Quand les Britanniques ont quitté, ils ne pouvaient plus intervenir, même si le Cachemire faisait partie de l'héritage colonial. Donc, les Britanniques n'ont plus eu aucune responsabilité pour cette région. Et donc, si on prend les chiffres, il y a 15 millions de Cachemiris dans le monde et les voix des Cachemiris ne sont pas très fortes, ne font pas tellement entendre. Et le gouvernement de l'Inde parle très fort. Donc, ce qu'on entend, c'est que c'est une voix qui n'est pas basée sur la nationalité ou l'éthique, mais ce qu'on entend, c'est surtout beaucoup de bruit de la part de l'Inde. Et que ce soit l'Inde ou le Pakistan, on n'entend pas beaucoup parler des voix des Cachemiris. Et en termes de paix globale, en termes d'intérêt de tous les pays,
c'est sûr que tout le monde devrait pouvoir s'intéresser à la question d'une résolution pacifique. Et si on la présentait comme une nécessité, il y aurait certainement plus de gens qui s'y intéresseraient. Quant à moi, Dimona, je vais revenir sur un autre point. Il ne faut pas oublier que l'Inde a été capable de cultiver cette image de démocratie depuis des siècles. Même s'il n'y a jamais vraiment eu une démocratie au Cachemire, l'Inde a toujours cultivé cette idée. Ce qui a tenu euh, cette, euh, cette idée présentée par l'Inde, c'est le discours global aussi contre la terreur, contre les conflits. Et ce qui a joué aussi, c'est le discours de l'Alliance globale contre le terrorisme. Et donc, quand on parle d'opposition entre le terrorisme et la démocratie, c'est là que ça se joue. Maintenant, les Cachemiris se trouvent dans un état de protestation, mais étouffé, méditatif, comme disait Junaid, mais ou Bukhari. Et l'Inde est également en train de perdre cette image, cette image d'un État indien qui s'impose, un État fasciste. Et donc, la configuration globale est en train de changer. Et je pense qu'on revient à un point où il est important de reconnaître la centralité du Cachemire et de la légitimité de ces revendications d'autonomie. Donc, c'est un moment privilégié qu'il faut saisir parce qu'autrement, on va passer à côté d'un moment historique pour défendre. Et j'allais revenir, dit Bukhari, sur les élections. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire au monde qu'il y a un semblant de démocratie au Cachemire. Il y a eu des élections qui ont été organisées régulièrement, mais les résidents, les Cachemiris, ont toujours dit que ces élections sont tenues dans un climat d'écrasement, de corruption, et New Delhi a réussi à dire haut et clair au monde que la démocratie était bien présente au Cachemire, mais les campagnes pour les élections parlent toujours de questions de gouvernance, mais ensuite, ces élections sont présentées par New Delhi comme référendum au Cachemire. Mais en réalité, sur le terrain, les gens n'ont pas le choix. Donc, ce sont des élections factices, une démocratie factice. Maintenant, c'est sûr que ça s'est retourné contre le Cachemire. Et jusqu'à ce qu'il y ait des rébellions armées, on a essayé de signaler cette situation. Maintenant, le BJP, parce qu'il a pris le pouvoir à Delhi, a fait en sorte que le Cachemire n'est pas simplement quelque chose qu'il faut montrer au reste du monde comme un exemple de démocratie, mais c'est même une région qui ne mérite pas nécessairement l'attention du monde. Et donc, c'est en fait l'Inde qui doit démontrer que le Cachemire est une région qui doit être assimilée de nouveau. Donc, on ne s'inquiète pas nécessairement du déroulement démocratique en profondeur. Il dit simplement, voici ce qui se passe.
En imposant un blocage de communication et un siège militaire, on bloque toute voix influente du milieu de la résistance qui ne peuvent s'exprimer. Et donc, ça bloque tout le monde. Ça, et si le gouvernement n'a pas répondu jusqu'ici, c'est peut-être la première fois que la presse internationale s'est rendue compte de quelque chose qui se passait en dessous. Pour la première fois, on a commencé à se demander si les choses étaient vraiment correctes, se déroulaient vraiment de façon correcte. Et c'est ce qu'on constate dans la presse. Maintenant, les Cachemiris ont beaucoup de ressentiment. Maintenant, le fait que leur situation ne soit pas présentée de façon correcte dans la presse les a poussés à dénoncer ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, il s'agit de voir ce que les gouvernements dans le monde vont faire de ça, parce que les gouvernements continuent ou l'opinion publique continue à rester sur ses positions. Et jusqu'ici, on n'a pas vu un gros changement à cet égard. Maintenant, on a reçu cette question. On aurait voulu en savoir davantage sur le fait que l'Inde dépend du Cachemire et devrait peut-être se libérer du Cachemire. Mona, la question est adressée à vous. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce qui a été dit, et je pense que Parvez en a glissé un mot également. Ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, les réclamations de l'Inde vis-à-vis du Cachemire, c'était dans le but de se présenter et de se présenter à la communauté internationale comme une république séculière. Et l'Inde était très fière de cette sécularité, surtout parce que le Pakistan avait décidé de ne pas aller dans cette voie-ci. Et donc, le fait de se présenter comme une démocratie séculaire, laïque, était très important. Et les musulmans du Cachemire en fait, le Cachemire était le seul État majoritairement musulman en Inde. Mais pour que les Indiens se sentent bien par rapport à leur laïcité, il fallait affronter la question. Et c'est pourquoi il y a eu une insistance de la part de l'Inde pour que le Cachemire soit partie intégrante de la nation. Maintenant, ce qui s'est passé, et les pressions étaient faites dans ce sens-là. Maintenant, ce qui s'est passé, et ce n'est pas juste maintenant, quoi on a besoin du Cachemire pour remplir le projet idéologique d'être vu comme une nation intégrale. Et donc, pour revenir à ce qu'elle était il y a 5000 ans. Mais pour qu'on aille dans cette direction, depuis les années 20 et après, on a toujours vu le Cachemire comme partie de cette grande entité. Donc, cette terre antique, cette terre ancienne qui formait l'Inde, ce territoire ancien. Alors, d'une part, le Cachemire a servi le but de l'Inde de se présenter comme laïque auprès du Congrès. Maintenant, la situation est complètement renversée, étant donné que pour ce gouvernement actuel, pour le BJP, le sécularisme n'est plus une valeur aussi prépondérante. Et ils sont en train d'écraser de plus en plus tout ce qui est laïque ou séculaire. Et donc, ce virage rejoint le statut du Cachemire dans le cadre de l'annexation de la région. Et donc,
cet enjeu est particulièrement important. Sur l'échelle plus vaste, l'idée, c'est que le Cachemire soit considéré comme essentiellement hindou. Et donc, ça donne la légitimité de reprendre le contrôle de la région pour présenter l'Inde comme une unité sur le plan également de l'hindouisme. J'avais quelque chose à agiter là-dessus. Cette question de la sécularité et de l'Inde ou de la laïcité d'une Inde hindoue existe depuis longtemps, mais il faut comprendre que l'Inde a émergé en 1947 telle qu'elle avait été imaginée par l'élite internationale et les leaders internationaux, c'est que l'Inde devait hériter pratiquement de l'Empire britannique. Et donc, dans ce cadre, le Pakistan, ou tous ceux qui voulaient se relier au Pakistan, et former un mouvement sécessionniste, voulaient s'éloigner de l'Inde. Maintenant, l'Inde était limitée à garder ses distances de toutes les religions et l'idée hindoue du fait que les hindouistes étaient des citoyens de première classe vis-à-vis des musulmans qui étaient de deuxième classe était également un élément. Et ensuite, les leaders laïcs et les leaders internationaux avaient la même idée de l'Inde, du territoire indien, de la géographie de l'Inde, mais en réalité, le leadership laïque avait emprunté cette idée des nationalistes hindous. Alors, si on regarde le Cachemire du point de vue de cette perspective, on comprend que la lutte du Cachemire a été une lutte contre l'Empire. Et dans ce sens-là, la région qui est maintenant appelée nord-est de l'Inde, cette région a toujours lutté contre cette idée impérialiste de l'Inde déjà depuis 1947 dans les régions centrales de l'Inde. Il y a plusieurs communautés qui se sont battues contre cette idée de l'Inde impériale, c'est-à-dire que ce serait une Inde contrôlée par l'élite dominante qui garderait ses distances des différentes religions. Et donc, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi le Cachemire est considéré comme essentiel pour l'Inde. Ce n'est pas simplement une question d'image de soi pour l'Inde. La diplomatie de l'Inde est très différente de la politique interne. Ce que les leaders indiens disent à leurs gens en Inde, c'est complètement différent de ce qu'ils disent aux diplomates et à l'étranger. En Inde, les leaders indiens disent à leurs gens qu'il faut écraser le Cachemire, qu'il faut écraser toutes les rébellions parce que c'est le principe de domination. Mais pour l'international, ils disent, bon, on essaye de contenir, de garder cette pluralité au sein de nos territoires. Alors ça aussi, il faut le garder à l'esprit quand on dit qu'on essaie de comprendre ce que l'Inde veut dire en parlant de laïcité. Une autre question était soulevée par un des participants. Quelles sont les voies, quelles sont les solutions possibles à partir de maintenant? La question, c'est par rapport à la gauche de l'Inde, la gauche indienne. Comment est-ce que le mouvement de gauche en Inde répond à cette situation? Et pas nécessairement les partis de gauche du Congrès, mais les mouvements de gauche, comment est-ce qu'ils répondent à cette situation du Jammu-Cachemire? Je ne sais pas qu'est-ce qui voudrait intervenir, répondre parmi vous. Je vais commencer en parlant de la gauche du Cachemire, parce que la gauche de l'Inde n'est pas la seule entité qui peut représenter ces idées. Il y a plusieurs forces de gauche historiquement. En 1947,
mouvement de gauche, les Cachemiris, souhaitaient donc penser qu'il allait y avoir l'indépendance éventuellement. Et le Parti socialiste au Cachemire a dit, par frustration, qu'il vaudrait mieux rejoindre le Pakistan plutôt que de devenir partie de l'Inde. Maintenant, on sait historiquement que la gauche, dans le monde, il y a eu beaucoup de groupes, de groupements qui sont nés, qui ont évolué, et c'est un peu la même situation au Cachemire. Il y a ces groupes qui sont nés également des rébellions dans les années 70 et 80. Ils ont tous adopté des positions différentes. Le CPI, CPM ont une position solide au Cachemire et souhaitaient que le Cachemire devienne partie intégrale de l'Inde aussi. Et en partie, c'est parce que ces formations avaient été toujours historiquement contrôlées par la classe, par les groupements politiques indiens, et qui rejoignaient également le BJP et les partis au Congrès. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient un programme identique à celui du BJP. Ils voulaient au Cachemire une situation ils voyaient une situation particulière. Ils ont été au pouvoir dans certaines périodes, à la moitié des années 90, et ils ont eu une évolution un peu différente par rapport au parti de gauche du Congrès. Ils envisageaient des politiques domestiques internes différentes. En fait, un des plus grands leaders du CPM a estimé qu'il fallait adopter ce qu'ils appelaient la formule chinoise, c'est-à-dire que le Cachemire devrait être mis à part et donc géré entre les deux régions. Mais la gauche du Cachemire, et en particulier la gauche plus insurrectionnelle, avait des positions assez claires. Donc, ils défendent le droit à l'autodétermination du Cachemire. Le CPML revendiquait une démocratie autonome au Cachemire, qui est quand même très proche de ce qui était demandé au niveau du Congrès, donc qui ne se démarquait pas par rapport à la gauche du Congrès. Maintenant, peut-être il y a eu un échec au niveau de l'imagination de la gauche du Cachemire qui s'est manifesté de plus en plus en Inde aussi, parce qu'il s'est lié à cette idée territoriale de l'Inde comme nation. Donc ça a toujours joué dans la même direction que le nationalisme indien, et ce qui a été exacerbé par le BJP. Alors, on a disait qu'il fallait se libérer de l'idée de se désabuser de l'idée que l'Inde devait contrôler le Cachemire, mais CPI et ces autres mouvements de gauche ont également fini par être désabusés par rapport à cette situation. Merci. D'autres commentaires, d'autres réponses à cette question avant de continuer? Je voulais intervenir pas nécessairement sur la gauche, mais sur ce que la gauche, c'est la façon dont on a arrimé les revendications de gauche à la défense des droits démocratiques. Maintenant, pour que l'Inde garde un dossier des droits de la personne propre, ça devient de plus en plus difficile. Et il y a le discours comme quoi les droits de la personne sont utilisés par les Nations unies, par les commissaires des droits de la personne, mais ils ne voient pas les droits de la personne des Cachemiris comme distincts des droits d'autodétermination des habitants du Cachemire. Et ça, c'était dit très clairement que les droits de la personne des Cachemiris font partie des droits à l'autodétermination. Et donc, l'idée qu'on puisse parler de scinder les deux, c'est-à-dire de défendre les droits de la personne, mais de couper de la Constitution, ça ne marche pas, parce que
C'est pas comme ça que les organismes internationaux et les Nations unies le voient, parce qu'il s'agit d'assurer que, les droits à l'autodétermination des Cachemiris soient remplis pour que les droits de la personne soient respectés. Donc, ils ne voient pas nécessairement les 2 en opposition. Donc on ne peut pas d'un côté dire, comme la gauche dit, on s'intéresse uniquement à défendre les droits de la personne et laisse scinder cela des droits à l'autodétermination. Donc ça va à l'encontre de la résolution des Nations unies sur les droits, sur la défense des droits de la personne. Ça, c'est une chose. Et l'autre point important, c'est qu'il faut reconnaître que le système judiciaire indien, dans lequel on avait d'espoir, parce que la Cour suprême, pendant un certain temps, enfin, il y a quelques décennies, était vue comme un organisme réformateur et qui défendait les droits de la personne et ainsi de suite. Donc, il y a eu comme un élément d'espoir à un moment donné que la Cour suprême aurait pu intervenir pour la défense des droits de la personne au Cachemire. Mais le problème, c'est que la Cour suprême n'a jamais appliqué cet aspect-là pour le, pour le Cachemire. Le système judiciaire a uniquement appuyé en fait l'occupation militaire du Cachemire par l'Inde dans beaucoup de jugements qu'elle a rendus. Et lorsque les personnes étaient amenées en cour et ensuite condamnées à la pendaison, par exemple, il s'agissait pour la Cour suprême de répondre aux exigences de la conscience collective. Et je pense qu'il faut reconnaître aussi les limites de mettre toujours le Cachemire sous l'égide constitutionnelle de l'Inde, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans cette direction-là. Le seul espoir qu'on a encore, c'est le recours international. Et c'est la possibilité que la société puisse se soulever et reconnaître que le problème du Cachemire n'est pas une question interne, mais c'est une question internationale, un conflit international. C'est ça qu'il va falloir faire, l'amener sur la scène internationale. J'allais vous poser une question. Je voulais revenir sur ce que disait Mona pour essayer de comprendre où est-ce qu'on va à partir de maintenant. Il y a beaucoup de questions posées sur l'avenir, sur les différentes formes de résistance qui ont été adoptées, comment est-ce qu'on les évalue, à quoi elles ont servi. Donc, la question, est-ce que ce sera pas inévitable que ça se résolve d'une façon ou de l'autre, c'est-à-dire l'annexion au Pakistan ou à l'Inde? Alors, je vous laisse avec cette question. Je ne pense pas pouvoir répondre à la question sur l'avenir à partir de maintenant, mais pour la question de la Constitution et la violation des droits de la personne du point de vue de la défense des droits de la personne, la Constitution et les articles de la Constitution sont totalement inadéquats. Et je ne vois pas comment est-ce que l'on peut aller dans cette direction à moins d'aller au niveau international. Ce que les gens demandent sur le terrain est la même chose que ce que les Indiens demandent, l'application des articles de la Constitution sans qu'il y ait sans que il y ait de perte de souveraineté et d'écrasement des droits. Et c'est aussi ce que beaucoup de gens à la base demandent, ce qui s'est passé pendant ces 30 dernières années. C'était l'écrasement brutal des droits de la personne. Et ça ne pourra pas être affronté
et moins encore résolu, à moins qu'on amène toute cette question sur le plan international. Maintenant, pour reprendre la même question, entre autres, j'aimerais savoir quand on parle d'internationaliser la question. Pour cela, est-ce que l'on a besoin de mouvements, de sanctions internationales pour appuyer le Cachemire, ou est-ce qu'il y a d'autres voies possibles? C'est sûr, de mon côté, j'approuve, j'appuie n'importe quel moyen de pression qui puisse être mis sur cette région pour permettre au Cachemire de défendre son droit à l'autodétermination. Il y a plusieurs formes de lutte. Ça commence par la conscientisation des gens par rapport à cette cause qui est internationale. Maintenant, il y a un mouvement de la base qui ne pourra pas être écrasé. Le gouvernement indien essaye depuis 70 ans d'écraser tous les mouvements avec les militaires, mais il n'y arrive pas. De plus en plus de jeunes Cachemiris font partie des mouvements rebelles, de plus en plus descendent dans la rue, et donc la prise de conscience est bien là. Maintenant, Robert Kaplan, un géographe américain, expliquait qu'une des raisons pour lesquelles les gens pensent qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que ce territoire est entouré de 3 grandes puissances nucléaires. Maintenant, oui, c'est un fait. C'est un fait que la Chine, l'Inde et le Pakistan sont nucléarisés, contrôlent cette région, mais ça pourrait devenir aussi une bonne raison pour défendre l'urgence de l'intervention. Parce qu'on est comme enchâssé, on est dans une boîte qui pourrait exploser n'importe quand. La géographie est rendue volatile par les intérêts des différentes forces en jeu. Et les forces indiennes, et là je ne laisse pas de côté le Pakistan ou la Chine, mais du moins l'Inde depuis 1947, et ensuite en 62, dans les années 80 et en 2019, on se rend bien compte qu'il y a une situation pratiquement de guerre dans cette région qui est limitrophe du Pakistan et de la Chine. Et les forces militaires sont de plus en plus présentes. Et donc, c'est un état de conflit continu, constant entre l'Inde et le Pakistan autour de la question du Cachemire. Et ça s'étend jusqu'aux frontières du Punjab également. Donc, le Cachemire pourrait devenir un pont de paix pour cette région parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'échanges, de développement, d'infrastructures. Ça pourrait devenir également un territoire où quelque chose de terrible se produit pendant des années, mais de dépasser cela. Donc, mon espoir, c'est que les gens puissent reconnaître que la position du Cachemire dans cette région peut devenir très, très volatile. Elle est déjà. Et ça pourrait tourner, on pourrait perdre le contrôle sur cette région. Alors, il faudrait transformer cela quand on a encore le temps de le faire. Alors, j'aimerais vous entendre avant de clore la session. C'est quelque chose que je voulais ajouter, et ça revient à la question de la volatilité du Cachemire, l'instabilité du Cachemire, et le fait que ce soit un problème non pas local, mais global. Et ici, on parle d'une région qui est très importante écologiquement. Ce n'est pas juste une question politique, un conflit politique, mais écologique aussi. Pour ceux qui pensent, bon, le Cachemire est quelque part loin là-bas et que ça n'a pas d'implication pour la politique globale, j'insiste sur le fait qu'il faudrait voir ce territoire comme le poudrière d'une catastrophe. Et pas simplement parce qu'il y a le Pakistan, la Chine et l'Inde, mais tous les enjeux qui sont liés. Donc, si, ne serait-ce que pour protéger l'écologie mondiale, c'est très important de développer des mouvements pour la justice écologique également, tout comme il y a des mouvements pour la promotion de la justice sociale et politique. Je pense qu'on ne peut pas scinder ou séparer
les incidences écologiques de la région de celles politiques. Donc, tout est lié. Donc, j'espère que les gens vont commencer à suivre, à donner une plus grande attention à cette région également pour le risque écologique qu'elle présente, le risque d'explosion écologique. Et pour ce qu'on entend ailleurs, partout ailleurs, on a entendu partie de la Californie, mais ailleurs. Donc, on sait que ça peut causer énormément de problèmes pour tous les États aussi qui dépendent de ces cours d'eau pour vivre, pour survivre, pour leurs économies, pour leur propre existence. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait de la pression internationale de la société civile, des groupes de lobbying et des États, que cette pression soit mise sur le Pakistan, sur la Chine, sur l'Inde pour reconnaître le droit à l'autodétermination du Cachemire et donner toute l'attention nécessaire au Cachemire pour essayer de résoudre cette crise de l'intérieur aussi, autant que de l'extérieur, de l'international. Maintenant, avant de conclure, quelques petits points. Un, une des directions qu'il faut vraiment peser, c'est qu'on rentre dans une époque où on voit une croissance des régimes populistes partout dans la planète et ils deviennent extrêmement audacieux lorsque on rentre en matière de droit interne. Donc, on voit les agressions vis-à-vis des Palestiniens ou les discussions qu'on a eues aujourd'hui sur ce qui se passe au Cachemire sous les pressions du BJP. Et on a plein d'autres exemples. Regardez ce qui se passe en Turquie. Et un des problèmes avec cette tendance, c'est que l'agression et la violation du droit devient normalisée. Le risque, c'est qu'on commence à se dire, bon, ben, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe, à moins qu'il y ait une résistance. Et je crois que ce que ce panel a dit très clairement, c'est que la résistance doit être notre voix, qu'on ne peut pas montrer, faire preuve de complaisance, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je voudrais vous remercier, Parvaiz, Mohamed, Mona, Global Dialogue. Sans vous, tout cela, toute cette discussion n'aurait pas été possible. Alors, il y aura un deuxième panel qui se tiendra sur le Cachemire le 29 août. Et j'aimerais vous encourager à participer. Ce sera d'autres panélistes et un autre modérateur. Mais je pense que ça va être certainement très, très intéressant d'entendre la suite de ces discussions. Alors, je vous encourage tous à y participer si vous avez la possibilité. Et je m'excuse si je n'ai pas pu prendre toutes les questions, si je n'ai pas pu toutes les aborder, mais c'était une question de contrainte de temps. Alors, encore une fois, merci aux panélistes, merci à vous, participants, écouteurs, et passez une excellente journée et fin de semaine. Merci.